Lors du dîner de Noël de notre entreprise, les ressources humaines m'ont dit « Attends dehors, tu ne es qu'un simple technicien système ». Tout le monde avait une place, même l'ingénieur qui avait volé mon projet. J'ai pris mon dossier, je lui ai dit « Regarde tes emails » et je suis parti. Le PED. J'ai pas appelé, le vice-président a couru après moi. La vengeance de Jax, drame au travail, justice. Vous pouvez attendre dehors, dans le couloir. Ces mots m'ont frappé, comme une clé à molette tombant sur le béton. Je me tenais là, dans ma plus belle chemise, en tenant un dossier contenant 6 mois de travail, un projet qui venait de sauver notre plus gros client, et Victoria en lait, des ressources humaines, me disait que je ne pouvais pas m'asseoir au dîner de Noël de ma propre entreprise. J'ai jeté un coup d'œil, tout autour de la salle de banquet. Chaque ingénieur de mon département avait sa place, à ces tables recouvertes de nappes blanches. Même Ashley Quinn, un jeune homme de 27 ans, qui était chez nous depuis exactement 3 semaines. Ce même gamin qui, d'une manière ou d'une autre, avait présenté mon système d'assemblage automatisé comme sa propre initiative de transformation numérique, lors de la réunion du conseil d'administration du mois dernier. Pourquoi gaspillerions-nous une chaise pour vous ? A ajouté Victoria, tout en consultant sa tablette. Vous n'êtes qu'un technicien système. C'est à ce moment-là que tout est devenu clair. 22 ans dans cette entreprise. 22 ans à maintenir leur ligne de production en état de marche, à résoudre des problèmes que personne d'autre ne pouvait toucher, et à former chaque nouvel ingénieur qui franchissait ses portes. Et maintenant, je n'étais plus qu'un simple technicien système. Je m'appelle Wallace Peterson, mais la plupart des gens m'appellent Wally. J'ai 49 ans et, jusqu'à ce moment précis, j'étais l'ingénieur principal des systèmes de fabrication chez Precision Dynamics Corporation. J'ai commencé là-bas comme machiniste, juste après le lycée. J'ai travaillé la nuit, pour obtenir mon diplôme d'ingénieur, et j'ai gravi tous les échelons, de manière honnête. Je devrais probablement mentionner que j'ai ce que certains appellent une mémoire photographique, pour les spécifications techniques. Montrez-moi un processus de fabrication une seule fois, et je peux repérer les inefficacités, calculer les améliorations de rendement, et concevoir les solutions. Cela m'a bien servi au fil des ans, et cela me rendait précieux, ou du moins, c'est ce que je pensais. Je vois, ai-je dit, en posant mon dossier sur la table d'inscription. Regardez vos emails, dans environ 5 minutes. Je suis sorti tout en tapant sur mon téléphone, pour envoyer un message que je préparais depuis des semaines. Derrière moi, j'ai entendu le signal sonore des notifications commencer à résonner, à travers cette salle de banquet chic, comme une symphonie de panique. Laissez-moi revenir en arrière, et vous raconter comment j'en suis arrivé là. Car cette histoire n'a pas commencé par une vengeance. Elle a commencé par de la loyauté, une loyauté stupide et obstinée, envers une entreprise qui avait cessé de la mériter depuis des années. J'ai grandi dans l'Ohio, où mon père travaillait sur la ligne d'assemblage de GM, jusqu'à la fermeture de l'usine en 1991. Je l'ai vu lutter pour trouver du travail, à 48 ans. J'ai vu ce qui se passe quand les entreprises rejettent des gens de valeur, qui connaissent leur métier. J'ai juré que je ne laisserais jamais cela m'arriver, et que je me rendrais indispensable. Quand j'ai rejoint Precision Dynamics en 2002, ils fabriquaient des pièces automobiles. C'était une petite structure, d'environ 200 employés, une entreprise familiale, qui se souciait de la qualité. Le propriétaire, Gerald Hutchinson, parcourait l'atelier tous les matins, et connaissait chaque travailleur par son nom. Il croyait en la promotion interne, récompensant le travail acharné par de réelles opportunités. J'étais jeune, enthousiaste, plein d'idées pour améliorer leur processus, et ils m'écoutaient. Ils ont mis en œuvre mes suggestions. L'efficacité de la production a augmenté de 31% dès ma première année, simplement grâce à une optimisation de base du
Flux de travail. J'ai repensé leur protocole de contrôle qualité, ce qui a permis de réduire de moitié les taux de défaut. Monsieur Hutchinson m'a appelé dans son bureau, et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Wally, tu as l'esprit d'un ingénieur, et le cœur d'un artisan. C'est rare. Il m'a financé mes études d'ingénieur, aux frais de l'entreprise. Pendant 4 ans, les soirs et les week-ends, j'ai étudié la thermodynamique et la science des matériaux, tout en faisant fonctionner des machines CNC pendant la journée. Ma femme, Linda, plaisantait souvent en disant que je lui faisais la cour avec des devoirs de calcul infinitésimal étalés sur la table de la cuisine, et elle n'avait pas tort. Ces premières années ont été les meilleures de ma carrière. Chaque amélioration que je suggérais faisait l'objet d'un examen attentif. Quand j'ai proposé de moderniser notre ligne d'assemblage vieillissante avec des automates programmables industriels, M. Hutchinson n'a pas seulement approuvé le projet. Il m'a nommé ingénieur en chef. Le système que j'ai conçu a augmenté le rendement de 40%, tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre. Plus important encore, cela a rendu le travail plus sûr, et moins répétitif, pour les gars de l'atelier. En 2010, j'étais ingénieur système principal, avec une équipe de 3 ingénieurs débutants sous mes ordres. Nous gérions des projets dans l'ensemble de l'usine, allant des systèmes de gestion des stocks à l'intégration du soudage robotisé. J'avais l'impression de construire quelque chose de significatif, de contribuer à une entreprise qui valorisait l'expertise et l'innovation. Les problèmes ont commencé en 2015, lorsque Gerald Hutchinson a pris sa retraite, et a vendu l'entreprise à une plus grande corporation. Les nouveaux propriétaires ont fait appel à une gestion professionnelle, afin d'optimiser les opérations, et de stimuler la croissance stratégique. C'est du jargon d'entreprise pour dire qu'il faut économiser le moindre centime, tout en parlant de synergie. Le premier signe de difficulté est apparu lorsqu'ils ont embauché Bryce Whitfield comme directeur des opérations, en 2018. Fraîchement diplômé d'un MBA de Northwestern, armé d'un vocabulaire de mots à la mode, et n'ayant aucune expérience de terrain. Il est arrivé avec une présentation PowerPoint sur l'optimisation Lean et la transformation numérique. Comme s'il avait inventé ces concepts. J'appliquais les principes de la fabrication Lean depuis 15 ans, mais soudain, tout avait besoin de ça. Bénédiction académique. Bryce avait cette façon de prendre des problèmes techniques complexes, pour les transformer en sujets de discussion pour consultants en gestion. Il parcourait l'atelier avec sa tablette, en prenant des notes sur les inefficacités, tout en passant complètement à côté des véritables goulots d'étranglement. Lorsque les opérateurs tentaient d'expliquer pourquoi certains processus fonctionnaient ainsi, il hochait la tête poliment, et prenait une note sur les opportunités de gestion du changement. La première fois qu'il m'a volé le mérite d'un travail, j'ai cru à un malentendu. Nous avions des problèmes de qualité avec les tolérances de fonderie d'un fournisseur. Les pièces arrivaient tout juste à la limite des spécifications. Mais lorsque le stress thermique les frappait lors de notre processus de traitement thermique, la dérive dimensionnelle les poussait hors tolérance. Nous devions mettre au rebut environ 8% des pièces après l'usinage final. J'ai passé 3 semaines à analyser le problème, en exécutant des simulations par élément fini, et en travaillant avec le métallurgiste du fournisseur pour ajuster leur protocole de refroidissement. La solution consistait à modifier nos critères d'inspection à la réception, et à adapter le programme de traitement thermique. L'intégration a nécessité 2 mois d'essais minutieux, mais nous avons ramené le taux de défaut à 0,3%. Lors de la revue trimestrielle, Bryce a présenté cela comme son initiative innovante de mesure de qualité, qui s'appuyait sur la collaboration interfonctionnelle pour optimiser les relations avec les fournisseurs. Pas une seule mention de l'analyse technique, ni du travail d'ingénierie qui avait réellement résolu le problème. Beau travail sur l'amélioration de la qualité, lui ai-je dit après coup, en lui accordant le bénéfice du doute.
Il m'a regardé comme si j'étais un manomètre défectueux indiquant une mauvaise valeur. Le cadre stratégique était le mien. Vous avez juste aidé pour quelques calculs. J'étais stupéfait. L'intégralité du projet, de l'identification du problème à l'analyse des causes profondes, en passant par la conception de la solution et la gestion de sa mise en œuvre, était de mon fait, mais j'étais encore assez naïf pour croire que le mérite importait plus que la politique. J'ai laissé passer, pensant que les résultats parlaient d'eux-mêmes. Au cours des 2 années suivantes, un modèle est apparu, aussi clair qu'une ligne de tendance sur une carte de contrôle. J'identifiais un problème, je concevais une solution, je la présentais à Bryce, puis je le regardais là. Proposé à la direction générale comme sa propre innovation majeure. Mes travaux devenaient des initiatives départementales, qui étaient d'une manière ou d'une autre attribuées à son leadership stratégique. Quand j'ai fini par en parler au RH, Victoria Enlem m'a servi la réponse corporative habituelle. Elle avait cette façon de vous faire sentir que se plaindre d'un vol d'idées était, en quelque sorte, un manque de professionnalisme. Avez-vous des documents prouvant la propriété exclusive de ces idées? A-t-elle demandé, sans jamais lever les yeux de son écran. J'ai les fichiers KO originaux, mes notes de conception, et des horodatages sur absolument tout. Développés pendant les heures de travail, en utilisant les ressources de l'entreprise. Eh bien, oui, mais... Alors, ce sont des propriétés de l'entreprise. Monsieur Whitfield est votre superviseur. Lorsqu'il présente les réalisations du département, cela fait partie de la chaîne de commandement appropriée. C'est à ce moment-là que j'ai compris les véritables règles. Les idées montent, mais le mérite descend rarement. Si vous n'avez pas le profil d'un cadre, vous n'êtes qu'une clé anglaise humaine, servant à serrer des boulons dans la machine d'un autre. Les choses auraient pu rester tolérables. Sans ce qui s'est produit il y a 8 mois. Nous perdions énormément d'argent sur notre principale ligne d'assemblage, à cause d'arrêts constants, de problèmes de qualité, et de retard de livraison. Le problème était complexe, impliquant des équipements obsolètes que plus personne ne comprenait vraiment. Les ingénieurs d'origine étaient partis à la retraite, emportant leur savoir institutionnel avec eux. J'observais ce désastre se dérouler, depuis des mois. Des pièces se coinçaient dans le système de convoyeur, les capteurs donnaient de fausses lectures, et toute la ligne s'arrêtait pendant des heures, tandis que les techniciens tentaient de diagnostiquer les pannes. Notre plus gros client, Morrison Automotive, menaçait de résilier notre contrat si nous ne parvenions pas à respecter les délais de livraison. J'ai donc passé mes week-ends, dans mon atelier à la maison, à faire de l'ingénierie inverse sur l'ensemble du système. Il ne s'agissait pas seulement de traiter les symptômes, mais de comprendre comment chaque composant interagissait avec les autres. J'ai construit des modèles réduits, effectué des simulations informatiques, et cartographié chaque chemin de signal et interface mécanique. Le problème ne venait pas d'un seul composant, mais de la manière dont ils fonctionnaient ensemble, ou plutôt, de la manière dont ils avaient cessé de fonctionner ensemble après des années de modifications successives. La solution exigeait de repenser toute la séquence d'automatisation, avec de nouveaux automates programmables, des capteurs améliorés, des sections de convoyeurs modifiés, et un logiciel de contrôle entièrement réécrit. Cependant, la véritable innovation résidait dans les algorithmes de coordination, à savoir la façon dont le système s'adapterait, en temps réel, aux variations des dimensions des pièces, des propriétés des matériaux, et des conditions de fonctionnement. J'ai calculé l'impact potentiel, une réduction de 35% du temps de cycle, une amélioration de 60% du taux de rendement global au premier passage, et une diminution de 90% des temps d'arrêt imprévus. Pour une usine qui traite 50 000 pièces par mois, cela représentait une somme considérable. Nous parlions de 2,8 millions de dollars d'économies annuelles, sans même compter la valeur de la fidélisation des clients.
J'ai passé 3 mois à développer la solution complète. Des plans d'ingénierie détaillés, des spécifications logicielles, un calendrier de mise en œuvre, des exigences budgétaires, des évaluations des risques, tout ce qui était nécessaire pour prendre une décision de type go ou no go. J'ai même construit un prototype fonctionnel dans mon garage, afin de démontrer les concepts clés. La veille de la réunion stratégique trimestrielle, j'étais prêt à présenter un projet qui pouvait transformer l'ensemble de nos opérations. J'ai répété ma présentation jusqu'à 2 heures du matin, en m'assurant que chaque détail technique était infaillible, et que chaque projection financière était prudente. Mais quand je suis arrivé ce matin-là, Bryce m'a intercepté. Juste devant la porte de la salle de conférence. Il arborait son expression de manager sérieux, celle qu'il utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles. Enveloppé de jargon d'entreprise. La direction a un programme très chargé aujourd'hui, Wally, a-t-il dit. Nous devons rationaliser les présentations techniques. Donne-moi tes documents. Je vais intégrer les points clés dans ma vue d'ensemble opérationnelle. J'ai hésité. Ce n'était pas une simple amélioration marginale de plus. C'était une transformation fondamentale, qui nécessitait des explications détaillées. Bryce, ce système est complexe. Les défis d'intégration à eux seuls nécessitent. J'apprécie ta rigueur, mais les cadres ont besoin d'une réflexion stratégique de haut niveau, pas d'analyse technique approfondie. Fais-moi confiance sur ce coup-là. À contre-cœur, je lui ai tendu mon dossier de présentation. Il contenait des mois de travail, chaque calcul, chaque décision de conception, et chaque détail de mise en œuvre qui rendait la solution viable. J'ai assisté à 3 heures de théâtre PowerPoint, en attendant mon tour. J'ai vu défiler des présentations sur des initiatives marketing, des objectifs de réduction des coûts, et l'optimisation du capital humain. Quand Bryce a enfin abordé les problèmes de la ligne d'assemblage, lui a expédié un résumé de 90 secondes, qui passait complètement à côté de chaque innovation critique. Notre équipe de fabrication a identifié des opportunités d'amélioration des processus. A-t-il déclaré, en faisant défiler mes schémas techniques comme s'il s'agissait de photos de vacances. Nous évaluons les options de modernisation des équipements, ce qui pourrait améliorer le rendement et les indicateurs de qualité. Aucune mention des algorithmes d'automatisation, aucune discussion sur les défis d'intégration. Aucune reconnaissance de la percée technologique qui rendait tout cela possible. Rien que du langage d'entreprise générique, qui aurait pu décrire n'importe quel projet d'amélioration industrielle. L'initiative a été mise de côté, pour une évaluation plus approfondie et un alignement stratégique. Traduction, personne ne comprenait ce qui le regardait, parce que la personne qui le présentait ne le comprenait pas elle-même. J'étais anéanti, non seulement parce que des mois de travail étaient rejetés, mais parce que je savais que nous laissions passer une opportunité immense. Pendant que nous traînions, nos concurrents progressaient. Chaque jour d'attente était un jour d'inefficacité supplémentaire, un pas de plus vers la perte définitive de Morrison Automotive. 3 semaines plus tard, Ashley Quinn a rejoint notre équipe. Ashley avait 27 ans, fraîchement diplômée de Purdue avec un diplôme d'ingénieur en mécanique, et un MBA de l'Université de l'Indiana. Plus important encore, il était le neveu de notre PhD. G. Preston Walsh. Dès le premier jour, il a été propulsé dans des réunions dont j'étais exclu. Depuis des mois, bénéficiant d'un accès à la direction générale qu'il m'avait fallu des années pour obtenir. Le gamin était intelligent, je dois le lui accorder. Il avait une bonne compréhension des concepts de fabrication moderne. Était à l'aise avec les outils de conception assistés par ordinateur, et parlait le langage qui impressionnait la direction. Mais il lui manquait cette expérience approfondie qui vient du fait de construire, et de dépanner réellement, des systèmes complexes. Ashley a passé ses 3 premières semaines à suivre différents chefs de département, à apprendre le métier,
et a identifié des opportunités d'optimisation. Il a assisté à plusieurs réunions où j'expliquais divers défis techniques, y compris le projet d'automatisation de la ligne d'assemblage qui avait été mis de côté. Je pensais encadrer un jeune ingénieur prometteur, alors j'ai partagé mon analyse des exigences d'automatisation, je lui ai expliqué les solutions techniques que j'avais développées, et je lui ai même montré le prototype que j'avais construit dans mon garage. Il posait de bonnes questions, prenait des notes détaillées, et semblait sincèrement intéressé par la compréhension des principes d'ingénierie. 3 semaines plus tard, Ashley a présenté son cadre d'automatisation révolutionnaire à l'équipe de direction. Je n'avais pas été invité à la présentation, mais j'en ai entendu parler par Rachel Foster, de la chaîne d'approvisionnement. Ashley avait créé une présentation PowerPoint soignée, avec des graphismes modernes, et des descriptions pleines de mots à la mode. Il l'avait appelée « Précision 4.0 », la fabrication intelligente de nouvelles générations. Ma solution technique, rebaptisée avec du jargon marketing sur la transformation numérique. L'initiative a reçu une approbation immédiate, avec un financement complet pour le développement du prototype, une équipe de projet dédiée, et un calendrier de mise en œuvre agressif. Ashley a été promu ingénieur en chef des processus, et il est devenu le chouchou de notre département, apparaissant dans le bulletin d'information de l'entreprise comme une étoile montante de l'innovation. Quand j'ai confronté Bryce à propos de ce vol flagrant, sa réponse a été d'une désinvolture brutale. Nous nous tenions dans son bureau, entourés d'affiches de motivation sur l'excellence et l'intégrité. L'approche d'Ashley intégrait des priorités stratégiques qui manquaient à ta version, a-t-il dit, sans même lever les yeux de son ordinateur. C'est les affaires, Wally. Les résultats comptent plus que de savoir qui a pensé à quoi en premier. Les résultats? J'avais développé chaque composant technique de ce système, les algorithmes, les spécifications matérielles, la stratégie de mise en œuvre. Absolument tout. Et Ashley l'a présenté d'une manière que la direction générale pouvait comprendre et soutenir. C'est ce qu'on appelle de la valeur ajoutée. De la valeur ajoutée. 22 ans d'expérience réduit à un terme. De conseil en gestion. J'ai réalisé à ce moment-là que l'entreprise que j'avais servie si fidèlement n'existait plus. Elle avait été remplacée par une machine d'entreprise, qui consommait l'expertise, et recrachait des mots à la mode. Ce soir-là, je me suis assis dans mon atelier à la maison, entouré de 22 ans d'innovation. Des dessins techniques épinglés sur des tableaux de liège, des composants de prototypes éparpillés sur les établis, et des classeurs remplis de documentation de projets qui avaient fait économiser des millions à l'entreprise, tandis que mon salaire restait bloqué. Et que mes perspectives d'avenir s'assombrissaient. Linda m'a trouvé là-bas vers minuit, alors que je fixais le prototype d'automatisation que j'avais construit, pour ce projet qu'Ashley m'avait volé. Elle n'a rien dit au début, elle m'a juste apporté une tasse de café, et s'est assise sur le vieux tabouret que j'avais récupéré dans l'atelier, il y a des années. Tu vas faire quelque chose pour ça, n'est-ce pas? A-t-elle fini par dire. J'ai regardé ma femme, avec qui je partageais ma vie depuis 18 ans. Elle m'avait soutenu pendant mes études d'ingénieur, avait célébré chaque promotion, et m'avait écouté me plaindre de la politique d'entreprise plus souvent que quiconque ne devrait avoir à le supporter. Elle me connaissait assez bien, pour savoir quand mon esprit analytique passait de la résolution de problèmes, à la planification stratégique. Quelque chose a changé ce soir, ai-je admis. Si les résultats comptent plus que les personnes, je vais leur montrer exactement ce que coûte la perte de ces résultats. Linda a hoché la tête. Elle comprenait mieux que quiconque que la loyauté envers un employeur ingrat avait coûté à notre famille, des dîners manqués à cause de crises de production, des séances de dépannage le week-end, et des vacances reportées parce que le système avait besoin de moi. À quoi penses-tu? Je pense qu'il est temps de construire quelque chose de
Mieux. Un endroit qui valorise l'expertise, au lieu de l'exploiter. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à travailler sur un nouveau projet, un projet dont je n'ai jamais parlé au travail, auquel je n'ai jamais accédé depuis les ordinateurs de l'entreprise, et que je n'ai jamais développé. Pendant les heures de bureau, j'ai amélioré mon système d'automatisation. D'origine, en identifiant chaque faiblesse que l'équipe d'Ashley allait rencontrer, et en y intégrant des solutions qui feraient passer leur version volée pour un prototype grossier. But, ce n'était là que la base technique, car le véritable travail consistait à bâtir un réseau. J'ai commencé à prendre des cafés avec d'anciens collègues, qui avaient quitté Precision Dynamics dans des circonstances similaires. Chaque conversation révélait une autre facette du même schéma détestable, l'entreprise exploiter systématiquement les employés expérimentés, tout en récompensant ceux qui excellaient dans la politique de bureau au détriment de la compétence réelle. Mon premier appel a été pour Jerry Hoffman, qui était parti 6 mois plus tôt. Après 28 ans passés au contrôle qualité. Jerry avait développé des systèmes de contrôle statistique des processus qui réduisaient les taux de défaut sur plusieurs lignes de produits, pour ensuite voir son responsable présenter ses innovations comme faisant partie d'une initiative d'excellence Six Sigma. J'ai vu ce qui se préparait quand ils ont embauché ce consultant en efficacité, m'a dit Jerry, pendant que nous déjeunions dans un restaurant près de son nouvel emploi. Bryce Whitfield, c'est ça? Ce type ne fait pas la différence entre la capacité d'un processus et le contrôle d'un processus, mais il a mémorisé tous les mots à la mode. Paul Mendez avait une histoire similaire. 25 ans en tant que chef de la maintenance, expert des systèmes de maintenance prédictive qui évitaient des millions de dollars de panne d'équipement. Il avait démissionné lorsque le vice-président des opérations avait présenté sa stratégie de surveillance de l'état des machines au siège social, sans la moindre attribution, s'attribuant tout le mérite de ses protocoles innovants de gestion des actifs. Le gamin qui m'a remplacé est bien assez intelligent, a dit Paul, en remuant du sucre dans son café, mais il apprend tout sur des vidéos YouTube et dans des manuels de fournisseurs. Il lui faut 3 heures pour dépanner des problèmes que je résolvais en 20 minutes. Leurs coûts de maintenance ont doublé depuis mon départ. Rachel Foster, de la chaîne d'approvisionnement, avait l'histoire la plus exaspérante. Elle avait passé 2 ans à négocier de meilleurs contrats avec des fournisseurs clés, réduisant le coût des matériaux de 15%, tout en améliorant les normes de qualité. Lorsqu'elle a présenté les résultats finaux à l'équipe de direction, son responsable s'est levé, et s'est attribué le mérite de cette optimisation stratégique des relations fournisseurs. Le pire, a raconté Rachel, c'était de voir les autres acquiescer de la tête, comme s'ils y croyaient. Tout le monde savait qui avait fait le travail en réalité, mais personne ne voulait contredire la direction. Chaque conversation renforçait ma compréhension de ce à quoi j'avais affaire. Il ne s'agissait pas seulement de mérite volé, ou de promotion manquée. C'était une culture systématique, qui consommait le savoir institutionnel tout en jetant les personnes qui l'avaient créé. Les employés expérimentés devenaient des cibles d'extraction, précieux uniquement pour ce qui pouvait être récolté d'eux. Leur expertise, avant d'être poussés vers la sortie pour réduire les coûts. Plus important encore, ces conversations m'ont permis de bâtir un réseau de professionnels talentueux, qui reconnaissaient les mêmes schémas toxiques. Des gens qui, comme moi, avaient continué à créer et à innover, malgré le manque de reconnaissance, tout simplement parce que résoudre des problèmes était fondamental dans leur nature. 4 mois avant cette confrontation au dîner de Noël, j'ai contacté Hélène Rodriguez, une capitale risqueuse spécialisée dans les startups d'automatisation industrielle. Hélène avait passé 15 ans comme cadre dans la fabrication avant de se tourner vers l'investissement, de sorte qu'elle comprenait à la fois l'aspect technique et l'aspect commercial de ce que je proposais. Je lui ai présenté mon système d'automatisation amélioré, accompagné d'un plan d'affaires complet. Les améliorations techniques étaient significatives. Mais
Nouveaux algorithmes pouvaient gérer des géométries de pièces variables, et s'adapter en temps réel aux exigences de production fluctuantes, mais le véritable élément différenciateur était l'équipe que j'assemblais. Cela pourrait transformer les opérations de fabrication des moyennes entreprises, a déclaré Hélène, après avoir examiné mes documents et assisté à une démonstration du prototype. Les systèmes de contrôle adaptatif représentent à eux seuls une avancée majeure. Mais pourquoi quitter un poste sûr pour repartir de zéro? Parce que je ne pars pas de zéro, ai-je répondu, en lui montrant ma deuxième présentation, qui détaillait les profils de 6 vétérans de l'industrie, qui s'étaient engagés à rejoindre mon projet s'ils obtenaient un financement. Et parce que mon employeur actuel continuera de s'attribuer le mérite d'innovation qu'il n'a pas créé, jusqu'à ce qu'il se rende compte que ces innovations ont cessé d'arriver. L'expression d'Hélène a changé à la lecture des profils de l'équipe. Ah, voilà. Qui est intéressant. Vous n'offrez pas seulement un meilleur produit, vous offrez un savoir institutionnel qui ne peut pas être reproduit rapidement. 2 semaines laté, j'avais un engagement de financement de 2,8 millions de dollars. Le cabinet de Hélène voyait le potentiel d'une entreprise bâtie par des ingénieurs expérimentés, qui comprenaient la fabrication à partir de la base. Plus important encore, ils comprenaient l'opportunité de marché créée lorsque des entreprises établies aliénaient leurs employés les plus précieux. 1 mois après avoir obtenu le financement, j'ai loué un espace de travail dans un parc industriel situé à 20 minutes de Precision Dynamics. Le site disposait d'un atelier d'usinage, et d'un espace suffisant pour le développement et la production à petite échelle. J'ai signé le bail sous le nom d'une société holding, d'office pour garder notre véritable objectif secret jusqu'au moment opportun. Les accords juridiques avec les futurs membres de mon équipe ont été finalisés. Après de minutieuses négociations. Tout le monde comprenait les risques liés au départ d'un emploi stable, mais il comprenait aussi l'opportunité de bâtir quelque chose d'authentique. Nous ne faisions pas seulement créer une entreprise, nous fondions une culture de travail basée sur le respect de l'expertise et la juste reconnaissance des contributions. J'ai déposé des brevets préliminaires pour mon système d'automatisation. Amélioré, en travaillant avec un avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Pour les technologies de fabrication. Les demandes de brevets étaient délibérément larges, couvrant non seulement les algorithmes spécifiques que j'avais développés, mais également les principes fondamentaux qui rendaient possible le contrôle adaptatif. Grâce à un réseautage attentif, j'ai identifié d'importants fabricants qui envisageaient de changer de fournisseur d'automatisation. Ces entreprises avaient rencontré des problèmes de qualité ou des défaillances de service avec leurs prestataires actuels, ce qui les rendait ouvertes à d'autres options. J'ai organisé des réunions discrètes, j'ai présenté nos capacités, et j'ai obtenu des lettres d'intention conditionnées par notre lancement officiel. Morrison Automotive était particulièrement intéressé. Ils étaient frustrés par les retards de livraison récurrents et les problèmes de qualité chez Precision Dynamics. Quand je leur ai montré les résultats de simulation de notre système de contrôle adaptatif, leur directeur de l'ingénierie a dit une phrase que je n'oublierai jamais, c'est exactement ce que nous pensions acheter il y a 2 ans. Où cette technologie était-elle cachée? Tout se mettait en place avec une précision mécanique. J'avais le financement, les locaux, les engagements de l'équipe, la protection de la propriété intellectuelle, et des accords avec les clients. Tout ce dont j'avais besoin. C'était du bon moment pour exécuter le plan. Le déclic s'est produit lorsque j'ai appris qu'Ashley allait recevoir le prix de l'excellence en innovation lors du dîner de Noël de l'entreprise. Ce même prix qui aurait dû récompenser le système d'automatisation que j'avais développé. Les regarder célébrer une innovation volée, tout en excluant la personne qui l'avait créée, a été le dernier test de calibrage dont j'avais besoin. J'ai passé cette dernière semaine à préparer la séquence d'exécution. Les lettres de démission, pour moi-même et mes 6 collègues, ont été rédigées avec des dates d'effet identiques.
Des lettres de notification pour les clients. Expliquant notre départ et notre transition vers de nouvelles opportunités, ont été préparées mais non envoyées. Un communiqué de presse annonçant la création d'Apex Industrial Solutions a été rédigé et programmé pour être diffusé le lendemain matin de nos démissions. Le soir du 15 décembre, je me suis habillé avec un soin tout particulier, un pantalon bleu marine, une chemise blanche, et la cravate bordeaux que Linda m'avait offerte pour notre anniversaire. Je voulais avoir l'air professionnel. Pour ce qui serait ma dernière apparition, en tant qu'employé de précision. Dynamics. Je suis arrivé à la salle de banquet du Marriott à 18h30, en portant mon dossier de présentation. Non pas parce que je m'attendais à faire une présentation, je savais à quoi m'en tenir désormais, mais parce que je voulais qu'il me voie le tenir une dernière fois, comme un symbole de tout le travail dont il s'était attribué le mérite. Et de toutes les innovations qu'il n'avait jamais estimées à leur juste valeur. La table d'inscription était tenue par des bénévoles du service marketing, qui vérifiaient les noms sur la liste des invités avec une efficacité toute corporative. J'ai regardé mes collègues défiler en direction des tables attribuées, ornées de nappes blanches et de centres de table qui coûtaient probablement plus cher que ce que gagnaient la plupart de nos ouvriers en une journée. Victoria en m'a repéré depuis l'autre bout du hall. J'ai vu son expression passer de la surprise à l'irritation tandis qu'elle s'approchait, sa tablette à la main comme un bloc-notes d'autorité numérique. Monsieur Peterson, a-t-elle dit en vérifiant son écran, votre nom ne figure pas sur la liste des invités de ce soir. J'ai jeté un coup d'œil dans la vaste salle. Chaque ingénieur de mon département était confortablement installé à des tables rondes, près de la scène. Même les stagiaires d'été avaient des chaises. Ashley Quinn était installé bien en vue à la table de la direction, prêt à recevoir son prix de l'excellence en innovation. Pour son travail volé. Il doit y avoir une erreur, ai-je dit calmement. Cela fait 22 ans que je travaille dans cette entreprise. Le sourire de Victoria avait toute la chaleur d'une sonde de température dans un congélateur. Vous pouvez attendre dehors. Dans le couloir. Pourquoi gaspillerions-nous une chaise pour vous? Vous n'êtes qu'un technicien système. Un simple technicien système. 22 ans à maintenir leur ligne de production en état de marche, à résoudre des problèmes que personne d'autre ne savait gérer, et à former chaque ingénieur qui avait franchi ses portes. Et maintenant, je n'étais plus qu'un coût indirect superflu, indigne d'une place pour dîner. C'est là que tout est devenu absolument limpide. Il ne s'agissait plus de respect, ni de reconnaissance. Il s'agissait de leur montrer exactement ce que valait un simple technicien système. Je vois. Ai-je dit, en posant mon dossier sur la table d'inscription. Regardez vos emails, dans environ 5 minutes. Je me suis dirigé vers la sortie tout en tapant sur mon téléphone, afin d'envoyer le message que j'avais préparé des semaines auparavant. Derrière moi, les alertes de notification ont commencé à retentir dans la salle de banquet, comme des alarmes dans une salle de contrôle. J'étais en train de déverrouiller mon camion lorsque des pas rapides se sont approchés. C'était Bryce Whitfield, légèrement essoufflé, son calme d'entreprise complètement brisé. Wally, attends, a-t-il haleté. Quoi qu'il te propose, nous allons le tripler. Reviens à l'intérieur, tout de suite. Je me suis retourné pour lui faire face. Intéressant. Il y a une heure, je ne valais pas une place à table. C'était une erreur de placement, un problème de communication. Était-ce aussi un problème de communication, lorsque vous avez retiré mon nom des rapports de projet? Quand Ashley a présenté mon système d'automatisation comme son innovation révolutionnaire? Son visage s'est crispé. Les affaires sont complexes. Les contributions individuelles sont parfois absorbées dans des initiatives plus larges. Oui. Ai-je dit, en montant dans mon camion. J'ai bien remarqué qu'elle
contributions sont absorbées, et lesquelles sont célébrées, mais cela ne me concerne plus. Les clients que tu as contactés sont liés par des accords d'exclusivité. A-t-il crié, désespéré. J'ai baissé ma vitre. Vous devriez relire ces accords avec plus d'attention. La formulation leur interdit de travailler avec des solutions concurrentes. Cependant, mon système amélioré fonctionne sur des principes entièrement différents, des principes que votre service juridique a examinés il y a 8 mois, et qu'il a jugés inutiles de poursuivre. Son visage est devenu blême, à mesure que les implications lui apparaissaient. Qu'est-ce que tu veux? Un titre de vice-président? Départ dans l'entreprise. Donne-moi tes conditions. Ce que j'avais voulu, c'était de la courtoisie professionnelle, la reconnaissance de mon expertise, et une place à la table que j'avais aidé à construire. J'ai enclenché la vitesse. Ce que j'ai appris, c'est comment construire quelque chose de mieux. L'ancien entrepôt que j'avais loué bouillonnait d'activité quand je suis arrivé. Jerry Hoffman installait des postes de travail, Paul Mendes configurait le matériel réseau, et Rachel Foster coordonnait les livraisons pour nos premiers clients. Chacun de mes anciens collègues avait soumis une démission identique, créant un exode des cerveaux dont Precision Dynamics ne pourrait pas se remettre facilement. Ont-ils essayé de t'arrêter? M'a demandé Paul, en me tendant un café de la machine que nous venions d'installer. Bryce m'a poursuivi jusqu'au parking. Ai-je répondu? Il m'a proposé tout ce que je voulais. Trop peu, trop tard. A dit Jerry. Ils ont eu 22 ans pour reconnaître ta valeur. Pas aussi satisfaisant que ça, ai-je dit, en ouvrant mon ordinateur portable pour leur montrer les réponses des clients, arrivés pendant mon trajet. Morrison Automotive avait non seulement confirmé sa transition vers nos services, mais nous avait aussi mis en contact avec 2 autres fabricants, impressionnés par nos résultats. À 21h15, mon téléphone a sonné. L'identité de l'appelant affichait Preston Walsh, le PID. GE de Precision Dynamics. Monsieur Peterson, c'est Preston Walsh. Je pense que nous devons discuter de cette situation immédiatement. J'ai mis l'appel sur haut-parleur, pour que mon équipe puisse entendre. Je vous écoute. J'ai examiné les documents que vous avez fournis ce soir. Cela soulève de graves questions sur nos pratiques de gestion. Nous pourrions peut-être nous rencontrer en privé, afin de résoudre ce problème. Il n'y a rien à résoudre, Monsieur Walsh. Ma décision est irrévocable. Son ton s'est durci. Notre entreprise dispose de ressources que vous ne pouvez même pas imaginer. Si vous poursuivez cette aventure, nous serons contraints de protéger nos intérêts par les voies juridiques. Rachel a commencé à enregistrer sur son téléphone. Êtes-vous en train de nous menacer, monsieur Walsh? Je ne fais que présenter les conséquences, plainte pour violation de secrets commerciaux, contestation de vos brevets, ou encore interférence préjudiciable avec nos relations clients. Monsieur Walsh, ai-je répondu calmement, tout ce que nous avons fait est légal et documenté. Les technologies que je commercialise ont été développées sur mon temps personnel, en utilisant mes propres ressources. Votre équipe juridique a confirmé qu'elles étaient distinctes de la propriété intellectuelle de l'entreprise, lorsqu'elle les a examinées et rejetées. Quant aux clients, je les ai simplement informés du lancement de ma nouvelle entreprise, et ils sont libres de choisir leur prestataire de service. Des clients qui sont contractuellement liés à nous. Des clients dont les contrats prévoient des normes de performance que vous avez, à maintes reprises, échoué à respecter. Je ne les ai pas convaincus de partir, je leur ai proposé un meilleur service. Alors qu'ils cherchaient déjà ailleurs. La ligne est devenue silencieuse. Puis, que faudrait-il pour que toute votre équipe revienne? Une trajectoire d'association complète, une participation au capital, une autonomie totale. J'ai regardé autour de moi mes collègues, des
professionnels expérimentés qui m'avaient fait confiance pour faire ce grand saut ensemble. Des gens qui comprenaient que certaines choses ne pouvaient pas être réparées par de meilleurs titres, ou des augmentations de salaire. Il n'y a pas de condition, Monsieur Walsh. Ce n'est pas une négociation, c'est un nouveau départ. 3 mois après notre lancement, Apex Industrial Solutions avait décroché des contrats avec 12 fabricants à travers le Midwest. Nos systèmes d'automatisation adaptative réduisaient leurs coûts opérationnels de 32% en moyenne, tout en améliorant les indicateurs de qualité au-delà de tout ce qu'ils avaient connu avec les solutions traditionnelles. Nous étions passés de 7 employés fondateurs à 18, en sélectionnant rigoureusement des personnes qui apportaient à la fois de l'expertise et de l'intégrité. Chaque nouvelle recrue était quelqu'un qui comprenait que l'excellence technique comptait plus que la politique d'entreprise, et que l'innovation naissait de la résolution de problèmes réels, plutôt que de la création de présentations PowerPoint impressionnantes. La consécration est arrivée 8 mois plus tard, lorsque Precision Dynamics a annoncé son initiative de restructuration stratégique. Les analystes du secteur y ont vu un geste de désespoir. Leur action avait chuté de 42% depuis notre lancement, plusieurs clients majeurs avaient résilié leurs contrats, et ils perdaient leur personnel expérimenté au profit de concurrents. J'étais en train d'examiner les rapports trimestriels, lorsque mon assistante m'a mentionné que Bryce Whitfield était à la réception, et demandait un entretien d'urgence. Lorsqu'il est entré dans mon bureau, la transformation était saisissante. Le cadre d'entreprise si confiant avait fait place à quelqu'un qui semblait ne pas avoir dormi correctement depuis des semaines. « Merci de me recevoir », a-t-il dit, en restant debout jusqu'à ce que je lui désigne une chaise. « Que puis-je faire pour toi, Bryce ?» Il a posé un dossier épais sur mon bureau. C'est une offre formelle d'acquisition. Le conseil d'administration souhaite racheter Apex Industrial et intégrer vos technologies dans nos opérations existantes. J'ai jeté un coup d'œil à la page de garde, j'ai noté le montant substantiel. Puis j'ai refermé le dossier sans lire plus loin. C'est une offre considérable. Elle reflète la valeur de ce que vous avez construit, et le coût de la concurrence face à vous. Il y a 6 mois, tu m'as dit que les résultats importaient plus que les personnes. Il a baissé les yeux vers ses mains. L'entreprise a changé depuis ton départ, nouvelle politique de reconnaissance de l'innovation, package de rémunération restructuré. Initiative de transformation culturelle. Autant d'améliorations qui auraient pu être mises en place il y a des années, si seulement quelqu'un s'était donné la peine d'écouter. C'est exactement pour cela que je suis là. Accepterais-tu de revenir en tant que directeur de la technologie, rattaché directement au PED.G? Je l'ai observé un moment, mesurant le désespoir derrière cette offre. 8 mois plus tôt, une telle reconnaissance aurait tout représenté pour moi. Maintenant, cela semblait creux. Comme essayer de réparer une machine après avoir jeté le manuel d'ingénierie. Je vais examiner votre offre d'acquisition avec mon équipe et mes conseillers. Mais je ne reviendrai en tant qu'employé sous aucun prétexte. J'ai construit quelque chose d'authentique ici, avec des personnes qui valorisent les contributions des unes et des autres. Après le départ de Bryce, je suis resté assis seul, réfléchissant au chemin qui m'avait mené jusqu'ici. La douleur d'avoir été ignoré s'était transformée en la force de créer quelque chose de véritable. D'anciens collègues ricanants, qui m'avaient autrefois rejeté comme un simple technicien système, m'abordaient désormais comme un père de l'industrie, mais la véritable victoire n'était ni leur reconnaissance, ni leurs offres d'acquisition. C'était d'avoir bâti un environnement de travail où l'innovation prospérait, parce que les gens se sentaient valorisés pour leur expertise, plutôt qu'exploités pour celle-ci. 1 an après ce dîner de Noël où l'on m'avait dit d'attendre dehors, j'ai reçu une invitation pour prononcer le discours d'ouverture de la conférence nationale sur l'excellence manufacturière. En montant sur cette scène, devant 1200
Professionnel de l'industrie, j'ai aperçu des visages familiers dans le public, dont plusieurs de mon ancien employeur. Mais ils ne me regardaient plus avec dédain, ils me regardaient avec quelque chose que j'avais mérité, du respect. J'ai ouvert mon discours avec les mots mêmes qui avaient changé ma trajectoire. Vous pouvez attendre dehors. L'auditorium est devenu silencieux tandis que je partageais mon parcours, d'ingénieur ignoré à innovateur de l'industrie. Je n'ai pas nommé Precision Dynamics, ni de manager en particulier, car l'histoire dépassait largement les griefs personnels. La place la plus précieuse n'est pas celle que les autres vous offrent. Ai-je conclu, c'est celle que vous construisez vous-même, avec des personnes qui reconnaissent votre valeur. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où votre expertise était considérée comme acquise? Où le mérite de votre travail revenait, d'une manière ou d'une autre, à des personnes qui comprenaient mieux la politique que les problèmes? Si vous êtes un professionnel expérimenté, et que vous regardez des personnes plus jeunes, et moins capables, progresser tandis que vos contributions sont minimisées, vous comprenez cette frustration. Mais voici ce que j'ai appris, parfois, être exclu de leur table est exactement le coup de pouce dont vous avez besoin pour construire quelque chose de meilleur, quelque chose où le mérite compte vraiment, où l'expérience est valorisée. Et où les personnes qui font le vrai travail obtiennent la reconnaissance qu'elles méritent. Vous n'avez pas à accepter d'être sous-estimé. Car vous avez des options.